bien, parlons à présent, hein, Gamal Abina, avec vous, donc de cette indécision sur les livraisons de chars. On parle bien sûr de l'aide de l'Occident à l'Ukraine, pas de décision sur les chars. Alors comment expliquer cette situation selon vous, Gamal Abina? On sait que les alliés de l'Ukraine ont notamment annoncé de nouvelles livraisons d'armes substantielles à l'Ukraine, mais ne sont toujours pas parvenus à s'entendre sur la livraison des chars lourds de champ. Donc, on le sait, les espoirs de Kiev qui réclament instamment, mais va devoir désormais attendre d'autres discussions, mais surtout un feu vert de l'Allemagne. Alors, que se passe-t-il exactement, Gamal Abina? Bonjour, merci pour l'invitation encore une fois. Si vous le permettez, j'aimerais introduire mon propos par un hommage que je vais rendre aux amis de RT France qui viennent d'être censurés, qui viennent d'être fermés d'autorité, alors qu'ils étaient absolument pas interdits. Ils avaient été suspendus par la Commission européenne, déjà d'autorité. Et là, pour les étouffer, on a coupé leur possibilité de payer les salariés en gelant les avoirs du compte RT France. Donc la directrice que je connais a annoncé à ses salariés hier matin que ce serait malheureusement l'impossibilité totale de poursuivre l'activité, parce qu'elle ne pouvait pas payer les 150 salariés et journalistes qui sont en plus sur le terrain. C'est la raison pour laquelle ils ont censuré. Alors simplement de dire que d'abord j'ai une commisération pour eux parce qu'évidemment ils vont se retrouver au chômage avec une capacité totale de retrouver un travail. Quand on est frappé du label RT France en France, c'est même pas la peine de rêver. Et deuxième chose surtout, c'est de dire qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les autorités françaises, de façon très dictatoriale, ont fermé une chaîne de télévision qui, même si de l'effet c'est pas le cas, mais c'est l'effet un peu de propagande pro-russe, aurait un petit peu contrebalancé cette obsessionnelle propagande anti-russe qu'on observe depuis des semaines sur les médias, des mois, sur les médias français, où il faut dire une seule chose, c'est on est pro-ukrainien, on aime l'Ukraine, il faut les morts aux Russes. En gros, ça donne ça. Donc évidemment, ça n'a pas calmé le jeu, mais je considère que cette peur d'entendre un média qui soit un peu dissonant, cette simple peur témoigne de la faiblesse de la position politique des Français vis-à-vis de cette guerre, parce qu'ils se rendent bien compte que la population française n'est peut-être pas aussi joyeuse et heureuse d'être frappée par des sanctions en retour de la Russie, à la suite évidemment de cette guerre qui ne concernait pas, il faut le rappeler tout de même, c'est très important, qui ne concernait pas la France, ni l'Allemagne, ni l'Europe. C'est une guerre entre Russes et Ukrainiens, et il me semble que la France n'est pas en guerre. Donc la censure qui a été appliquée là est une censure extrêmement grave, qui doit interroger sur la suite de ce qui se passera sur les autres médias internationaux, qui oseront peut-être formuler quelques critiques vis-à-vis de ce système qui, semble-t-il, commence à arriver en bout de course. Voilà, donc ça c'est pour introduire une certaine solidarité vis-à-vis des gens de RT, parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux, que j'ai apprécié leur travail, qui avait de la qualité, contrairement aux médias poubelles actuellement d'infos spectacle français. À part, Gamal Abina, il n'y a pas de ça, voilà. Donc ça, c'est la prochaine. Gamal Abina, puisque vous avez justement commencé votre propos par là, avant de répondre à ma question, justement, à quoi, selon vous, vous vivez cette situation en direct, hein, tous les jours, on la vit, d'ailleurs, au quotidien. On a pu écouter également vos propos, d'ailleurs, récemment, il y a quelques jours sur RT France. Et alors, selon vous, à quoi faut-il s'attendre lorsqu'on parle de représailles? Parce qu'on sait que concernant les comptes de RT France qui ont été gelés, eh bien, la diplomatie russe a évoqué notamment des représailles contre des médias français. Alors là, c'est bien parce qu'on rejoint la question, je vais parler d'ailleurs sur RT, puisque j'ai participé, pour vous informer, à la dernière émission Direct d'RT. C'est la directrice qui voulait que je sois présent pour ça, parce qu'elle connaît les positions qui sont extrêmement équilibrées, contrairement à certains, et surtout, elle voulait une réponse sur le fait qu'on ait dit que RT était une chaîne d'extrême droite, ce qui était très amusant en sachant mes postures anti-extrême droite de façon affichée. Donc, c'est pas moi qu'on fera la leçon, certainement pas un certain Patrick Cohen, qui n'a jamais été sur le terrain, contrairement à moi, pour combattre l'extrême droite. Ça fait une petite différence en termes de crédibilité. Alors, à quoi on doit s'attendre par rapport à ça? Bah, déjà, c'est une réponse que les Russes vont produire et qui va faire mal, et c'est pour ça que je reviens sur la question africaine. Le Mali, le Burkina récemment, avait sanctionné, effectivement, avait dit à RFI et France 24, donc deux médias de propagande français, puisqu'ils sont dans leur posture, de plier la gage. C'est une façon de répondre à la propagande parce qu'ils étaient extrêmement offensifs. On se souvient avant ces deux pays-là que l'Algérie a fait de même dans les années 2020, si je ne me trompe pas, en demandant instamment à France 24 qui faisait la propagande anti-algérienne de façon ouverte, hein, c'est même pas à moitié simulé, c'est évident, qui faisait la propagande anti-algérienne, et ben on se souvient que les Algériens demandaient à France 24 de partir. À juste titre, ça s'appelle de la représailles et des mesures de rétention par rapport à des méthodes extrêmement douteuses, soi-disant démocratiques. Eh bien, les Russes avaient déjà prévenu que s'ils frappaient leurs intérêts en termes médiatiques à l'étranger, donc comme le faisait CNN d'ailleurs, tout le monde a sa chaîne internationale aujourd'hui, eh bien, ils feraient de même. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils vont sortir certainement des RFI à France 24 de dégager, mais pas seulement, à tous les organes de presse présents en Russie vont devoir plier bagage.
Ce qui signifie qu'on est dans une situation où même du temps de la guerre froide, on n'avait pas ce genre de gel. On est arrivé très loin en termes d'offensive médiatique. Alors évidemment, les réseaux sociaux ont accéléré les processus, mais il n'en demeure pas moins qu'il est probable que les Russes demandent à toutes les chaînes internationales de dégager. C'est une réponse logique, puisqu'ils prétendaient défendre la démocratie. Je tiens à rappeler quand même deux paradoxes des grands démocrates, c'est que d'abord, ils censurent, ce qui est quand même pas inintéressant, on s'en soit revenu au temps de la Pravda, mais surtout, et c'est plus amusant, ils opposent, pour résister économiquement, des principes qu'ils défendent depuis toujours, à savoir l'équilibre. Ils veulent imposer le prix du gaz et du pétrole plafonné, ce qui est quand même une sacrée plaisanterie à dire à la Russie qui a adhéré au principe du libre-échange. Donc, tout ça pour dire qu'on est dans un système où effectivement le monstre impérialiste se ridiculise et tente à tout va de marcher sur ses propres principes qu'il a toujours vendus par les bombes d'ailleurs, la démocratie, les droits de l'homme, la liberté d'expression. Charlie, rappelons-nous Charlie tout de même. Charlie, ce jour-là qui peut insulter à satiété une communauté arabo-musulmane, c'est pas un problème. Par contre, quand les Russes se contentent juste de faire l'information la moins spectaculaire possible, évidemment, parce qu'ils informaient la population. Quand Macron est confronté à des mouvements sociaux extrêmement violents et qu'il voulait absolument que cette chaîne s'arrête, eh bien tout le monde en profite pour les dégager. Donc qu'est-ce que vont faire les Russes? Simplement, ils vont faire les mêmes mesures, ils vont certainement sacrifier les médias qui étaient installés à Moscou ou dans d'autres régions d'ailleurs de Russie, et leur demanderont de partir. Alors évidemment, la réponse russe sera beaucoup plus forte que la réponse occidentale, parce que les médias occidentaux installés en Russie sont légion. Ça n'a rien à voir avec les rares chaînes de télévision RT qui évoluent en France, en Allemagne ou en Angleterre. Donc c'est ce qui va se passer. Voilà. Donc je pense avoir répondu à votre question. Ensuite, pour répondre à la question des chars, alors il faut savoir une chose, c'est que dans le monde occidental, la seule chose qui compte, c'est pas la vie. La vie n'intéresse personne. Ils peuvent tuer des millions de personnes, ça ne pose aucun problème. Tant que les industriels font de l'argent, et particulièrement les industries qui marchent le mieux, à savoir les industries militaires. Donc aujourd'hui, la confrontation à laquelle on assiste, n'est pas de dire que les Occidentaux allaient aider l'Ukraine. J'y ai jamais cru, j'ai toujours dit, les Occidentaux envoient les Ukrainiens à la bataille, ils sont en train de mourir inutilement pour une guerre qui n'en paraît pas d'ailleurs, je le rappelle, une guerre qui aurait pu être évitée aussi, puisqu'il y avait les OSCE qui devaient garantir effectivement la sécurité. Mais ils les envoient par centaines de milliers à la mort, inutile, je précise. Moi, je déplore vraiment les morts inutiles. Là, vraiment, on est en plein dedans. Pourquoi? Pour pousser leur avantage, recréer un conflit artificiel entre l'Est et l'Ouest, alors que ce conflit avait été éteint depuis 91, et surtout pour pouvoir vendre de la ferraille, je parle bien de ferraille. Les vieux armements obsolètes, comme les AX français par exemple, ces armements qui auraient dû être envoyés à la casse et qui sont vendus, parce que c'est de la vente, un peu du business, à bon compte à l'Ukraine. Donc c'est un pays qui avait un PIB de 200 milliards, qui va devoir s'endetter dans les proportions abyssales pour acheter des matériels de seconde main. Et surtout, ces Occidentaux ne prennent pas le risque, parce que les Russes les ont prévenus, d'envoyer du matériel de haute technologie type chars Abrams, très électroniques, ou les chars Leclerc, ou encore les Léopard allemands. Pourquoi? Parce qu'ils savent parfaitement, ils ont parfaitement au courant des rapports de force, qu'une fois que les chars seraient, déjà il faut les emmener, c'est compliqué au niveau logistique, mais une fois que les chars arrivent sur le terrain ukrainien, les Russes leur ont dit on va brûler vos chars. Ils sont très précis. Ils ont les moyens balistiques, offensifs, satellitaires, ils savent parfaitement où les attaquer, de détruire instantanément ces chars qui arriveraient en Ukraine. Et ça démontrerait une seule chose en termes de business, c'est très très contre-productif. Quand vous envoyez des chars faire la guerre dans des pays comme la Libye, par exemple, des avions, ou en Afghanistan, il n'y a pas d'armée structurée en face, le risque est très limité. Donc ces chars peuvent faire leur preuve. En revanche, quand vous envoyez ces mêmes chars face à une armée extrêmement solide comme celle des Russes, très technologique, avec un armement offensif extrêmement avancé et qui tient le ciel, là, le risque, il n'est pas considérable, il est absolu. Pourquoi? Parce que le moindre équipement qui a été envoyé en Ukraine jusqu'à présent a été détruit. On se souvient de ces canons César, bizarrement, on n'en parle plus. Normal, il y en avait 19, ça n'a pas duré longtemps. On se souvient de ces munitions envoyées par milliers, ça dure quoi? Un mois, pas plus. Et surtout, on se rend bien compte que des mastodontes comme les chars Leclerc, Abrams ou Léopard allemands, c'est un peu les mêmes erreurs que les Panzer de la Seconde Guerre mondiale, ils sont trop lourds. Ils ne sont pas applicables sur le terrain, ils sont très électroniques, donc ils sont très souvent défaillants en termes de durée et de solidité. Donc ce sont des chars qui sont adaptés que sur les théâtres européens de pays, on va dire, tempérés. Ils sont inadaptés dans des régions hostiles comme les régions froides limitrophes de la Russie, et encore plus inadaptés dans les régions de type désertique comme l'Arabie ou l'Irak, on l'a vu. Et pour prendre un exemple très concret, donc ça démontrerait qu'effectivement le matériel occidental n'est pas fiable, qu'il est facilement destructible, et ça donnerait des points à la Russie qui vendrait plus. On est sur vraiment des bancs d'essai, sur le terrain de matériel. Qu'est-ce que veut le matériel en théâtre de guerre? Eh bien là, ça montrerait effectivement les faiblesses de ces matériaux. Et pour finir mon propos, je donne un exemple très, très précis. Lorsque les Américains vont envahir l'Irak en 91, enfin
91 puis en 2003, ils se trouvent confrontés à une réalité de terrain. Ils ont les fameux M16, que tout le monde connaît, ces fusils mitrailleurs d'assaut utilisés par l'armée américaine. Et très rapidement, ou quelques semaines, les soldats américains se font remonter l'information à leurs militaires pour leur dire les M16 ne valent rien, ils s'enrayent systématiquement à cause du sable. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont fini par utiliser, écoutez bien l'ironie du sort, les AK-47, les fameuses Kalachnikov, qui elles ne s'enrayent jamais. L'armée américaine tuait des Irakiens avec des armes russes. C'est vous dire un peu la réalité sur le terrain. Donc c'est pareil pour leurs matériaux lourds, ils ne sont pas adaptés et montreraient immédiatement en faiblesse, donc ce serait contre-productif en termes de business. Afrique Média, le monde, c'est nous.